Alors déjà, est-ce qu'on en a des entreprises de taille intermédiaire? Est-ce qu'on en a beaucoup ici en Bretagne? Monsieur Blot, je vous pose la question. Alors bonjour, oui on en a beaucoup en Bretagne. La Bretagne c'est la quatrième région en France pour son nombre d'entreprises de taille intermédiaire. Il y en a 187. C'est le quatrième territoire, donc il y a Paris, il y a la région de Lyon et puis il y a les Pays de la Loire. Alors je parle de statistiques qui datent d'avant la fusion des régions, c'était en 2013. D'accord. Et alors, ces entreprises de taille intermédiaire, où sont-elles réparties dans la région? Est-ce que c'est globalement sur Rennes ou... Il y en a à peu près 30% qui sont en Ille-et-Vilaine, mais elles sont assez bien réparties en Bretagne. Il y a beaucoup de TI également dans le Finistère. Il y en a également dans les villes qui sont plus à l'intérieur des terres. Oui, elles sont assez bien réparties en Bretagne. Très bien. Et alors, concernant les secteurs d'activité, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein. Bien sûr, on a souligné les forces de cette région qui ont été un petit peu inscrites dans l'instauration des pôles de compétitivité. Pour vous, quels sont les secteurs principaux dans lesquels on identifie des ETI aujourd'hui? En Bretagne, le premier secteur, c'est l'agroalimentaire, avec une très très grande force des ETI bretonnes, des grands groupes aussi, qu'ils soient d'ailleurs en coopérative ou en société plus traditionnelle. On a 60 ETI dans l'industrie. On a également des ETI dans le BTP, on a des ETI dans les télécoms. C'est un territoire qui est assez diversifié. Il y a quelques ETI moins en automobile. On a effectivement pas beaucoup d'ETI dans l'aéronautique. Merci beaucoup, Monsieur Laurence. Bonjour. Bonjour à vous, vous êtes directeur régional de RDF en Bretagne. Alors on peut se dire, voilà, ERDF, grand groupe. Pour vous, est-ce que c'est important de pouvoir vous appuyer sur un tissu local constitué de PME innovantes et d'entreprises de taille intermédiaire dynamiques? Alors, les entreprises et les ETI en particulier font partie de notre tissu fournisseur et elles sont un des acteurs incontournables. Je voudrais juste rappeler quelques chiffres. ERDF, c'est 1700 salariés sur l'ensemble de la Bretagne et c'est à peu près autant d'emplois directs induits chez nos partenaires industriels et essentiellement du monde du BTP. Il faut savoir que ERDF investit de l'ordre de 150 millions d'euros par an sur le réseau. Et donc la totalité des travaux de construction des ouvrages sont faits par des entreprises partenaires et les ETI y ont toute leur place. Alors je crois que vous avez plusieurs exemples à nous citer d'ETI qui sont partenaires aujourd'hui. Vous travaillez avec le DU par exemple? Alors on travaille avec le DU, on travaille avec des gens comme la SNTP, on travaille avec RS, on travaille avec... le groupe Alaise, avec SPI, enfin bref, les grandes entreprises qui sont présentes sur le secteur du BTP nous accompagnent aujourd'hui. Mais ce matin, j'ai beaucoup entendu parler d'innovation, de numérique. Et ce que je voudrais dire, c'est que le numérique ne sera pas non plus absent des réseaux de distribution. Nous rentrons dans une nouvelle ère technologique où, sur des réseaux qui sont de l'électronique, de l'électrotechnique, eh bien, le numérique est de plus en plus présent. Je voudrais juste donner un point de calendrier. Le compteur dit intelligent Linky va être développé partout en France, en Bretagne de manière accélérée. Ces compteurs seront pour partie fabriqués en Bretagne. La société Sagemcom basée à Dinan a un marché et nous les saluons évidemment. Et puis, ces compteurs ont besoin d'être posés chez l'ensemble des clients, puisque en 2020, on aura posé les 2 millions de compteurs en Bretagne. Des marchés spécifiques de pose vont être passés, et ces marchés sont conçus de telle manière que les ETI peuvent y avoir toute leur place. Et à partir de ces compteurs qui sont autant de capteurs sur le réseau basse tension, sur les 102 000 km de réseau en Bretagne, eh bien de nouveaux services, j'ai entendu ce matin parler de nouveaux services que va apporter le numérique. Eh bien sur le réseau, c'est vrai aussi, donc numérique, gestion de données, réseau intelligent, voilà aujourd'hui l'avenir
de notre métier. Alors merci beaucoup. Donc on note dans la salle, si jamais vous pouvez répondre à cet appel d'offres, c'est pour bientôt. Donc sur les questions de numérique et de réseau. Sur le numérique, il y a une question qui est importante. On dit beaucoup effectivement que le numérique est aujourd'hui incontournable. Monsieur Marcatet du pôle images et réseau en a parlé tout à l'heure, a souligné l'importance de ce secteur. Néanmoins, il y a quand même une polémique. On se demande si aujourd'hui le numérique est capable de générer suffisamment d'emplois pour non seulement avoir beaucoup de petites PME, mais aussi des grandes ETI, des entreprises de plus de 250 salariés. Est-ce que vous pensez, Monsieur Blot, je vous repasse la parole, que le numérique a ce potentiel de croissance aujourd'hui ? Alors, déjà, le numérique, il est là, je pense. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. On est dans une ère numérique, donc on ne peut pas revenir à l'ère des charrettes. Nos sociétés, nos ETI, mais nos PME également sont numériques. Ce sont des outils qu'on utilise tous les jours. Et dans chaque entreprise, on va avoir des emplois et des outils numériques. On va avoir des personnes qui travaillent sur le site internet, des personnes qui travaillent sur le modèle numérique dans chacune des entreprises. Donc c'est vraiment des outils qui sont intégrés aujourd'hui dans l'économie. Alors ça peut être intégré dans les logiciels, dans la robotisation des entreprises. Dans l'industrie, on a énormément de mouvements sur la robotisation, c'est un mouvement important. Donc des sociétés purement numériques, il y en a effectivement peu entre la start-up et Google, on va dire. Maintenant, ce sont aussi des grappes d'entreprises qui peuvent travailler ensemble, et on n'a peut-être pas beaucoup d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire dans le numérique, mais on a vraiment des sociétés qui savent des groupes de sociétés qui savent travailler ensemble et s'entraident. Je crois qu'il y a quand même des gens comme Astelia, spin-off d'Orange. Oui, qui sont à Rennes, ça doit faire 500 personnes, je pense. Très bien. Et chez vous, Monsieur Laurence, est-ce que le numérique crée de l'emploi ? Vous nous avez parlé tout à l'heure du projet d'installation des compteurs Linky. Concrètement, combien ça va créer d'emplois ici à Rennes ? Alors concrètement, donc sur la Bretagne, les marchés de pause des compteurs qui vont s'étaler de fin 2015 à fin 2020, c'est de l'ordre de 300 à 500 emplois en permanence, parce que la courbe n'est pas tout à fait régulière. Mais au-delà d'installer ces compteurs, il y a l'émergence de nouveaux métiers qui sont en train d'arriver. Le réseau électrique qui a été conçu en arborescence descendante avec des moyens de production centralisés fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que nous avons en Bretagne l'équivalent d'une tranche nucléaire, c'est-à-dire 800 MW, qui sont des productions éoliennes ou photovoltaïques qui sont installées sur l'ensemble du territoire. Donc ce réseau qui fonctionnait dans un seul sens à sa création, aujourd'hui avec l'émergence de nouveaux modes de production et de nouveaux modes de consommation, eh bien, doit fonctionner, j'ai envie de dire, dans les deux sens, et qu'on doit faire en permanence l'équilibre entre l'offre et la demande, sachant que l'électricité ne se stocke pas, et que pour éviter d'avoir à surinvestir et à créer des réseaux surdimensionnés, eh bien, les smart grids, les réseaux intelligents, donc cette couche du numérique qu'on met sur l'électrotechnique, elle va permettre en permanence d'ajuster l'offre et la demande, c'est-à-dire que tout un chacun aujourd'hui trouve normal de trouver de l'électricité quand il rentre chez lui. Demain, il faudra que le réseau électrique soit disponible pour recharger un véhicule électrique, même en période de pointe. Le numérique, c'est aussi utiliser demain l'énergie dans une batterie de véhicule électrique pour réalimenter le réseau en cas de besoin. Voilà, ce sont toutes ces nouvelles technologies qui vont générer de nouvelles activités. Nouvelles activités, ça veut forcément dire de nouveaux métiers et donc l'émergence d'entreprises. J'aurais souligné que nous avons été attributaires en Bretagne sur la région de Lorient d'un AMI, donc c'est un appel à manifestation d'intérêt signé par le Premier ministre, qui fait que dans cette région, nous allons développer un démonstrateur qui rend acteur le client sur sa propre gestion de l'électricité
à travers une maîtrise de la demande. Des politiques sont mises en œuvre par les collectivités locales. Le Conseil régional favorise des appels d'offres sur les boucles énergétiques locales. Voilà, toute une dynamique est en train de se mettre en place. Et je voudrais vraiment souligner 2 ETI qui travaillent sur ces dimensions-là. La première, elle est à Rennes et un peu à Paris, c'est Niji, qui est vraiment, aujourd'hui, apporte une couche en matière de connaissances et mise à disposition de la donnée. Demain, la donnée va être essentielle dans la gestion de ces activités-là. Et la deuxième, qui va travailler sur l'aval compteur, qui est Deltador, qui est bien connu en Bretagne, mais qui aussi est à la pointe sur ces questions-là. Nous créer les conditions à travers ce démonstrateur, et après il y a un tissu de partenaires, dont ces 2 ETI que je souhaitais souligner. Alors merci effectivement de leur avoir rendu hommage, de les avoir cités. On va peut-être maintenant aborder les questions qui fâchent quand même. Parce qu'effectivement, il y a des belles relations qui sont mises en place, et tout à l'heure, on a souligné à quel point c'était important que les entreprises soient main dans la main, qu'elles travaillent avec toutes les ressources du territoire, aussi avec ceux qui ont la connaissance, les chercheurs, les écoles. Mais il y a aussi la relation même entre les entreprises. Je vous propose pour ça qu'on fasse un petit détour rapide en Allemagne, et puis une petite anecdote qui vient d'une entreprise de Strasbourg. Alors on n'est pas tout à fait à Rennes, mais on n'est pas très loin non plus, et bientôt en plus avec le TGV on sera encore plus près. Alors cet ami de Strasbourg qui a une société de biotechnologie, son rêve, il fait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, son rêve, ce n'est pas d'exporter, son rêve, c'est de se développer en France. Moi, quand j'entends ça m'interroge. Pourquoi ? Parce que pour lui, comme il est frontalier, finalement, c'est beaucoup plus facile de faire du commerce avec des Suisses ou des Allemands qui signent au premier rendez-vous, qui payent rubis sur l'ongle. Et il nous expliquait qu'en France, c'était un petit peu plus compliqué. Alors, je me permets de vous poser la question. Vous êtes un grand groupe, effectivement, vous créez cet effet d'émulation autour de vous. Mais qu'en est-il de ces questions qui sont importantes et pour lesquelles, malgré l'intervention du régulateur, avec la création d'un médiateur interentreprise, on a encore un petit peu de mal à avancer. Comment est-ce que vous gérez ces questions qui sont importantes pour les PME et les ETI ? Alors, le développement, d'abord, je vous ai dit tout à l'heure, donc on s'appuie sur les entreprises pour réaliser nos travaux. Nous avons un certain nombre de règles en matière d'élaboration des marchés. Et pour nous, nous n'avons pas le droit, d'un point de vue à la fois de la règle, mais aussi de la déontologie, évidemment, de favoriser telle ou telle entreprise en attribuant des marchés de manière préférentielle. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est créer les conditions rendre les choses possibles. Et comment on crée les conditions ? C'est d'abord en faisant des appels d'offres qui correspondent à un équilibre entre ce que le tissu des fournisseurs peut apporter et nous, ce qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des demandes déséquilibrées parce qu'à ce moment-là, on est sûr de ne pas avoir la réponse à nos appels d'offres. Et puis après, c'est de favoriser la qualité et l'innovation. Alors comment on peut favoriser la qualité et l'innovation ? Eh bien, avec des approches qui sont liées à la mieux-disance. C'est-à-dire l'entreprise avec laquelle nous travaillons, même si on travaille sur des standards, je vous ai dit tout à l'heure qu'on construisait du réseau, eh bien, il y a toujours de la place pour l'innovation et il y a toujours de la place pour la qualité. Eh bien, à travers des mesures objectives de la qualité et les gains qui sont apportés par l'innovation que peut développer telle ou telle entreprise, nous offrons, dans une méthode d'achat qui est tout à fait réglementaire, des offres dites à la mieux-disance. C'est-à-dire que l'entreprise qui va bien travailler dans la durée, parce que nous avons besoin d'un tissu fournisseur stable dans la durée, eh bien l'entreprise qui va bien travailler, c'est-à-dire qu'il y a des prestations de qualité et qui fera preuve d'innovation, elle bénéficiera d'un avantage concurrentiel. Voilà. Donc ça, c'est un des leviers qui est vraiment dans une logique gagnante-gagnante. Parce que nous avons besoin d'un réseau d'entreprises stable, qui travaille bien. Je rappelle que les réseaux appartiennent aux collectivités locales, qu'à chaque fois qu'on construit du réseau, c'est quelques trottoirs ou quelques bas-côtés dans lesquels nous faisons des tranchées. On doit être à la satisfaction des collectivités locales, à la satisfaction des clients. Les partenaires, nos partenaires industriels, sont des parties prenantes de cette qualité-là et nous avons intérêt à la rémunérer pour gagner en qualité et dans la durée. Merci. Monsieur Blot,
Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu comment vous observez à la fois ce qui se passe en France par rapport à l'Allemagne aussi, les relations entre les entreprises? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour l'innovation? Alors oui, c'est très important pour l'innovation, mais également pour tout simplement pour qu'une société puisse mieux investir davantage, et parce qu'une entreprise, ça a beaucoup besoin de visibilité. Et je dirais qu'il y a deux niveaux sur le sujet des interrelations. Il y a un premier niveau, c'est les chefs d'entreprise qui se parlent entre eux, et je pense que ça se fait déjà beaucoup. Il y a beaucoup de forums, peut-être comme celui de ce matin, qui permet aux chefs d'entreprise de se rencontrer, de se parler et d'échanger, et ça c'est important déjà. Le deuxième stade qui est plus fort, mais également plus complexe à mettre en place, c'est le stade à partir duquel on a une organisation de filière dans laquelle il y a souvent soit des entreprises qui se regroupent, soit une tête de pont qui émerge. Et c'est vrai que quand on a une filière dans laquelle on a un PSA, on a un Renault, on a un Airbus, on a un ERDF, EDF, qui peuvent donner une direction à leurs fournisseurs, les accompagner à l'international, leur dire voilà, moi dans 5 ans, je pense que le numérique c'est très important, donc allez-y, investissez, c'est important. Et ça, l'Allemagne a su mieux le faire que la France. C'est l'une d'ailleurs des clés du très fort développement de l'Allemagne. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole pour quelques mots de conclusion. S'il fallait retenir une proposition ou un conseil pour les chefs d'entreprise qui sont face à vous aujourd'hui, voilà, pour les aider à devenir des ETI, quel serait-il votre conseil ? Écoutez, moi je pense que la clé de la croissance est de savoir saisir des opportunités, et les ETI sont peut-être mieux placés que des grands groupes qui peuvent être parfois avoir plus de lourdeur, mieux placés aussi que des plus petites entreprises qui n'ont pas accès aux mêmes ressources, au même financement, aux mêmes relais internationaux. Donc l'ETI, c'est vraiment la société qui a le plus de moyens pour saisir les opportunités. Il faut les saisir, ces opportunités, et je pense qu'il ne faut pas limiter son ambition à des financements qui sont soit bancaires, soit de l'autofinancement. Donc oser venir voir les fonds de capital. BPI France est évidemment à votre écoute pour vous accompagner dans vos développements. Oui, je crois que vous avez d'ailleurs ouvert un fonds récemment de 3 milliards, c'est ça ? Oui, BPI France a un fonds de 3 milliards d'euros qui est dédié aux entreprises. Alors c'est un fonds qui est long terme. Techniquement, il a 99 ans, même si on n'est pas forcément 99 ans dans le capital des entreprises. Mais l'ambition, c'est vraiment d'accompagner tous vos projets. On a les moyens pour le faire.